En avril 1945, la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. En Europe, les armées alliées avançaient toujours plus loin dans l'Allemagne nazie, depuis l'Est et l'Ouest. Et la victoire était, littéralement, à portée de vue. Pour Adolf Hitler, autrefois maître triomphant d'un empire qui s'étendait des Pyrénées à la Volga, l'écriture était sur le mur. Devenu un reclus à Berlin dans son bunker souterrain, entouré seulement de ses plus fidèles partisans, chaque mot du Führer signifiait encore la vie ou la mort pour le peuple allemand et les millions de travailleurs esclaves étrangers et de détenus des camps de concentration en captivité nazie. Avant que les armes ne se taisent enfin, des centaines de milliers d'âmes innocentes périraient dans les flammes et les décombres du Troisième Reich agonisant. À l'autre bout du monde, le partenaire de l'axe d'Hitler, l'Empire du Japon, avait été laissé en déroute par les Américains combattant dans le théâtre de guerre du Pacifique. Soutenu par la plus grande économie du monde, la portée et la puissance pure des États-Unis étaient tout simplement stupéfiantes. D'énormes armées amphibies protégées par d'importantes forces navales sautaient à travers le Pacifique de plus en plus près du Japon et d'énormes bombardiers B-29 déversèrent du feu et des explosifs sur ces villes. Dans les eaux autour du Japon, les sous-marins américains avaient presque épuisé les navires à couler et entre-temps, la population japonaise, forte de 90 millions d'habitants, faisait face à un effondrement économique et à la famine. En Extrême-Orient, les troupes britanniques avaient repris la Birmanie aux Japonais, qui l'occupaient depuis 1942, et à Londres, le Premier ministre, Winston Churchill, recevait des nouvelles tout aussi encourageantes des combats sur tous les fronts. Pourtant, après 5 ans à diriger la nation à travers les eaux tumultueuses de la guerre, Churchill était fatigué et inquiet pour l'avenir. Le vieux guerrier craignait que l'Empire britannique, épuisé et financièrement épuisé par de si longs combats, ne soit mis à l'écart alors que la fin du jeu se profilait par ses alliés américains et russes plus puissants. Winston Churchill avait indéniablement tout donné pour le roi et le pays, et une victoire alliée promettait d'être sa plus belle heure. Mais il était sage d'être prudent, et tout à fait incroyablement, son propre avenir en tant que Premier ministre de la nation était loin d'être assuré. Le 1er avril 1945, 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les premières troupes américaines avaient saisi le pont Ludendorff sur le Rhin à Remagen, avant que les Allemands n'aient pu le démolir. Le reste des 46 ponts routiers et ferroviaires qui enjambèrent le Rhin avaient tous été détruits. Et, ironiquement, le pont Ludendorff s'était effondré sous le choc des tirs d'artillerie allemande et des attaques aériennes presque constantes, juste 10 jours après que la première armée américaine l'avait utilisé pour sécuriser une tête de pont sur la rive est du Rhin. Le Rhin était le seul obstacle naturel majeur entre les armées dirigées par le général Dwight D. Eisenhower, le commandant suprême allié en Europe, et le reste de l'Allemagne. Une fois le Rhin franchi, le reste de la nation allemande serait accessible et les troupes d'Eisenhower auraient de bien pu atteindre Berlin avant l'armée rouge, qui avait été retenue à la rivière Oder, à 90 miles au-delà de la ville, depuis la fin de janvier. Lorsque Eisenhower avait assumé le commandement total des opérations terrestres en septembre 1944, sa campagne terrestre en Europe du Nord-Ouest avait ses détracteurs, l'un des plus virulents étant le maréchal Sir Bernard Law Montgomery. Monty dirigeait le 21e groupe d'armées alors que les Alliés commençaient vraiment à progresser en Allemagne en mars et avril 1945.
Chargé de mettre en œuvre l'opération Plunder, le 21e groupe d'armée de Montgomery a vu des troupes canadiennes, britanniques et américaines traverser le Rhin près de Wesel. Les hommes de Montgomery ont capturé tous leurs objectifs, ne subissant que des pertes mineures en quelques heures. Cependant, l'opération Varsity, dans laquelle 2 divisions aéroportées alliées ont été larguées au-delà de la rive et du Rhin, n'a pas aussi bien réussi, subissant de lourdes pertes. Observant le drame se dérouler dans les cieux depuis la sécurité relative de la rive ouest du Rhin, il n'y avait nul autre que Winston Churchill lui-même. Toujours désireux de visiter le front chaque fois qu'il le pouvait, Churchill s'était rendu au quartier général tactique du général Eisenhower surplombant la rivière. Comme toujours, Churchill était déterminé à se jeter au centre de l'action et au grand désarroi d'Eisenhower, le Premier ministre britannique, maintenant dans la soixantaine, a sauté dans un engin de débarquement américain et a traversé le Rhin. Mais Churchill avait plus à contempler qu'Eisenhower, s'inquiétant de sa sécurité personnelle avec la division imminente de l'Europe en 2 blocs idéologiques et militaires rivaux. Churchill croyait que le président américain maintenant malade, Franklin D. Roosevelt, sous-estimait sérieusement le danger posé par Joseph Staline et les Russes. Le Premier ministre britannique voulait qu'Eisenhower et les alliés occidentaux avancent jusqu'à Berlin avant que les soviétiques ne puissent y arriver. Mais Eisenhower considérait la destruction de la puissance militaire allemande comme sa mission principale. Berlin n'était pas sa priorité principale. Mais pour l'instant, avec les observateurs d'artillerie allemands et les tireurs d'élite encore actifs sur la rive est du Rhin, la tâche immédiate d'Eisenhower était de persuader Churchill de retourner à la sécurité relative de la rive ouest avant qu'il ne soit blessé. Alors que les délicates négociations se déroulaient pour récupérer Churchill à 150 miles plus en amont, la 5e division d'infanterie de la 3e armée américaine avait stratégiquement et sans aucune des pompes et des circonstances de Montgomery traversé le Rhin à Oppenheim. Avec peu d'amour perdu entre le commandant de la 3e armée américaine, le flamboyant général américain George Blood and Guts Patton et Montgomery, et avec de vieux comptes à régler, Patton aurait été ravi de traverser le Rhin avant le 21e groupe d'armée de Monty. En fait, Patton a réussi à mener 5 divisions à travers le Rhin à Oppenheim, où il y avait peu d'opposition, assurant que la route de Berlin et la victoire en Europe étaient maintenant grandes ouvertes. Mais la résistance allemande à l'avance alliée s'affaiblissait chaque jour avec une garde nationale composée de vieillards et de jeunes garçons qui avaient aussi peur de ce qui allait se passer que la population civile assiégée. Et le pire était à venir pour eux, car depuis la sécurité de son bunker sous le bâtiment de la chancellerie du Reich à Berlin, Hitler exigeait que la bataille soit menée sans considération pour notre propre population. Ordonnant la destruction de toutes les usines industrielles, des principales centrales électriques, des usines d'eau, des usines de gaz, ainsi que de tous les magasins d'alimentation et de vêtements pour créer un désert pour les alliés avançants, le Führer de l'Allemagne a déclaré « Si la guerre est perdue, la nation allemande périra aussi. Il n'est pas nécessaire de considérer ce dont le peuple a besoin pour continuer à exister. » Le 1er avril 1945, c'était en fait le dimanche de Pâques, un jour traditionnel de célébration pour l'Église chrétienne, et pour les Alliés, il y avait de plus en plus de raisons de célébrer. Alors que le 21e groupe d'armée de Montgomery avançait, ils étaient flanqués par la 9e armée américaine, formant la pince nord d'une manœuvre d'encerclement géante autour de la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, tandis que la 1re armée américaine formait la pince sud.
des unités des deux armées américaines se sont rencontrées près de Lippstadt et 72 heures plus tard, l'encerclement de la poche de la Ruhr était complet. À l'intérieur de ce périmètre qui rétrécissait lentement se trouvaient les restes de 20 et une division totalisant 430 000 soldats allemands du groupe d'armée B, ainsi que des millions de civils allemands fatigués, affamés et effrayés et des travailleurs étrangers esclaves, tous piégés et à la merci des Alliés. Il y avait également des avancées considérables en cours dans le Pacifique, les Américains se préparant pour l'opération Iceberg. La cible était Okinawa, à seulement 340 miles du sud du Japon, et la plus grande de la chaîne d'îles Ryukyu. Si un débarquement amphibie réussissait, Okinawa fournirait aux Américains un tremplin pour l'invasion finale du Japon continental. Moins d'une semaine plus tôt, Iwo Jima, la première île de l'archipel japonais à être envahie par les Américains, avait enfin été déclarée sécurisée après 6 semaines de combats acharnés. Immortalisé par des photographies et des films montrant des Marines américains et un médecin de la marine américaine hissant les étoiles et les rayures au sommet du mont Suribachi, 5 jours après les premiers débarquements, le 19 février, la bataille d'Iwo Jima avait coûté la vie à 6 825 soldats américains et 21 703 soldats japonais. Bien qu'il s'agisse d'une victoire alliée, la bataille d'Iwo Jima était un prélude glaçant à l'opération Iceberg. Pour l'invasion d'Okinawa, les Américains ont rassemblé une force de 102 000 soldats, 88 000 marines et 18 000 personnels de la marine sous le commandement du lieutenant-général Simon Bolivar Buckner, JNR, commandant de la 10e armée américaine. Soutenant les troupes de Buckner, il y avait une énorme flotte de 1600 navires, dont 40 porte-avions, 18 cuirassés, 32 croiseurs et 200 destroyers. Les navires de guerre au large et les avions embarqués étaient en état d'alerte, prêts à réduire Okinawa en soumission. À 6 heures du matin, le bombardement des plages de Hagushi a commencé et après 3 heures, le barrage naval intense a cessé et les troupes du 3e corps amphibie et du 24e corps d'armée ont déferlé sur la plage. À la grande surprise des Américains cependant, les vagues d'assaut n'ont rencontré aucune opposition. Les troupes de suivi se sont rapidement dirigées vers l'intérieur des terres et à midi, elles avaient pris leurs objectifs immédiats, les aérodromes de Kadena et Yomitan. À la tombée de la nuit, la 10e armée avait plus de 60 000 hommes à terre et la tête de pont était maintenant large de 9 miles. Mais les Japonais étaient introuvables. En fait, la garnison japonaise d'Okinawa s'était positionnée bien à l'intérieur des terres pour éviter les tirs navals américains, beaucoup étant dissimulés dans les grottes du paysage rocheux de l'île. La 32e armée japonaise défendant l'île était forte de 122 000 hommes, dont 70 000 étaient des troupes régulières de l'armée. Ils étaient de bons hommes, expérimentés au combat, mais les 50 000 restants étaient un mélange de troupes navales et d'insulaires locaux conscriptés qui étaient mal formés et mal équipés. Même ainsi, les Japonais disposèrent de beaucoup d'artillerie et le terrain favorisait sans aucun doute une position défensive. Longue de 60 miles et ayant une largeur moyenne de 8 miles, une grande partie d'Okinawa était constituée de collines couvertes de forêts de pins et de sous-bois épais.
Réputés pour la construction de positions défensives solides et bien dissimulées, les Japonais étaient d'après et attendèrent l'ennemi alors que la bataille pour Okinawa commençait, mais le 3 avril, les Américains avaient atteint la côte Est, divisant effectivement les forces japonaises sur Okinawa en deux. Le général Buckner a rapidement initié la phase 2 de son plan, dont l'objectif était de prendre la moitié nord de l'île. La 6e division de Marines a avancé vers la péninsule de Motobu sur le côté ouest de l'île, où ils ont rencontré des troupes japonaises défendant une forteresse naturelle de crêtes boisées et de ravins. Mais le 18 avril, les Marines avaient dégagé la péninsule de Motobu. La majeure partie de la moitié nord d'Okinawa était maintenant entre les mains des Américains. Entre-temps, la flotte d'invasion alliée au large d'Okinawa avait subi une attaque aérienne féroce. Le haut commandement japonais avait rassemblé plus de 2000 avions sur les aérodromes du sud du Japon et de Formose, aujourd'hui connu sous le nom de Taïwan, pour perturber l'invasion d'Okinawa, et malgré les raids de bombardement sur leur base par les B-29 américains et les avions embarqués dans les semaines précédant l'opération Iceberg, beaucoup étaient encore prêts à l'action. Dirigeant l'assaut aérien japonais, il y avait des avions chargés de bombes et de carburant d'aviation pilotés par de jeunes pilotes en mission suicide. Ils étaient les kamikazes, qui en japonais signifie « vent divin ». Au XIIIe siècle, des typhons ont dispersé et coulé 2 flottes chinoises en route pour envahir le Japon. Les Japonais ont appelé ces tempêtes le vent divin. Maintenant, le haut commandement japonais espérait qu'un autre vent divin disperserait la flotte américaine au large d'Okinawa. Le 6 avril 1945, l'opération Chrysanthème japonaise a commencé avec des attaques massives de kamikazes sur la flotte d'invasion alliée. Bien qu'enflammés par un dévouement fanatique à leur empereur, la plupart des pilotes kamikazes étaient des novices et les combattants alliés ont réussi à abattre des dizaines d'entre eux bien avant qu'ils n'aient eu la chance de faire des dégâts. Mais il y avait beaucoup de kamikazes qui ont réussi à percer et pendant 2 jours, les artilleurs anti-aériens à bord des navires de guerre alliés se sont battus désespérément pour les abattre du ciel. Un incroyable 13 destroyers américains ont été gravement endommagés ou coulés, et c'était une menace que les Alliés devaient prendre très au sérieux. Au cours des 3 mois suivants, des centaines d'autres pilotes kamikazes ont lancé leurs avions et eux-mêmes sur les navires de guerre alliés, et pratiquement tous, comme ils l'avaient prévu, ont perdu la vie. Lorsque les combats à Okinawa ont pris fin, les kamikazes avaient coulé 36 navires alliés et gravement endommagé 368 autres. La plupart des 4907 marins américains tués et des 4874 blessés lors de l'invasion d'Okinawa ont péri lors d'attaques kamikazes. Pour la marine américaine, ce sont des statistiques sombres, tandis qu'à Okinawa, la bataille terrestre ne faisait que commencer. La plus grande concentration de forces japonaises se trouvait au sud de l'île, et le 4 avril, le général Buckner a ordonné au 24e corps d'armée de progresser dans une direction sud à partir de la tête de pont américaine. Alors que les 7e et 96e divisions d'infanterie avançaient vers Shuri, l'ancienne capitale d'Okinawa, elles ont rencontré une résistance farouche de la part des troupes japonaises défendant une position que les Américains avaient baptisée Cactus Ridge.
Il y a eu une lutte acharnée au corps à corps pour Cactus Ridge, mais d'ici le 9 avril, les Japonais avaient été renversés de leur point de vue, mais à un prix élevé avec 1500 victimes américaines. Mais la voie vers Shuri était toujours barrée par les défenseurs japonais le long de la crête de Kakuzu et les combats acharnés ont continué jusqu'à ce que la supériorité de la puissance de feu américaine force les défenseurs de l'île à cesser toute autre attaque. Même ainsi, l'avance de Buckner avait calé et la lutte pour Okinawa était loin d'être terminée. Pendant ce temps, en Europe, les armées britanniques, canadiennes et américaines s'enfonçaient de plus en plus profondément en Allemagne après avoir réussi à traverser le Rhin fin mars 1945. Contrairement à l'effusion de sang dans le Pacifique, leurs pertes étaient légères. La plupart des troupes allemandes qu'ils rencontraient préféraient se rendre plutôt que de se battre. Mais lors de leur avance, les alliés occidentaux découvraient les preuves horribles des crimes des nazis contre l'humanité. Le 4 avril 1945, des troupes appartenant à la 3e armée américaine de Patton ont envahi le camp de travail d'Ordruf, près de la ville de Gotha. Dans le camp, ils ont découvert des piles de cadavres, certains recouverts de chaux, d'autres partiellement incinérés. Ces malheureuses âmes étaient des prisonniers que les gardes SS en fuite considéraient comme trop malades pour marcher, et ils avaient été abattus avant l'évacuation du camp. Les nouvelles des horreurs à Ohrdruf se sont rapidement répandues, et le 12 avril, le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, a visité le camp avec le général Patton et le général Omar Bradley, commandant du 12e groupe d'armées américain, pour voir par eux-mêmes ce pourquoi ils se battaient. Mais le pire restait à venir, et lorsque les unités d'avance de la 3e armée américaine sont entrées dans un autre camp, beaucoup plus grand à l'extérieur de la ville de Weimar à Buchenwald, malgré l'horreur de la situation, ils ont au moins pu libérer 21 000 détenus malades et affamés. Les Britanniques et les Américains savaient à propos des camps de concentration nazis, mais peu de choses les avaient préparés à la réalité. Après avoir inspecté Ohrdruf, Eisenhower a informé le général George C. Marshall, chef de l'état-major interarmées américain à Washington DC, que ce qu'il avait vu dépassait toute description, alors qu'il révélait au monde la vérité sur ce que Hitler et les nazis avaient fait. Le 12 avril, le célèbre correspondant de radio de CBS, Edward R. Murrow, a visité Buchenwald et lui aussi a rapporté ses conclusions, mais sur les ondes à tous ceux qui voulaient écouter. Buchenwald n'était pas un camp d'extermination, mais pour les 238 000 prisonniers de toute l'Europe et de l'Union soviétique qui ont franchi ses portes de juillet 1938 à avril 1945, c'était un lieu de terreur et de mort. On estime que 56 000 détenus ont péri dans le camp. Eisenhower a fait tout ce qu'il pouvait pour rendre publiques les conditions épouvantables à l'intérieur d'Ohrdruf et de Buchenwald, et étant lui-même d'origine allemande, il était déterminé à confronter le peuple allemand à sa responsabilité collective pour ces crimes épouvantables. Les Américains ont forcé les habitants du district entourant le camp à venir témoigner des atrocités commises en leur nom et à passer devant les piles de corps émaciés attendant la crémation au four du camp. Sur le terrain de parade de Buchenwald, les civils allemands ont également été montrés une collection épouvantable et véritablement bizarre de trophées collectés par les SS. Cela comprenait des organes humains dans des bocaux de formol, des têtes réduites et des abat-jours et des reliures de livres fabriqués avec la peau de prisonniers spécialement sélectionnés pour leurs tatouages colorés.
Les horreurs des camps de concentration ont continué à être révélées, mais la libération était arrivée trop tard pour de nombreux détenus, et dans les semaines qui ont suivi, des milliers sont morts à cause de leurs terribles souffrances aux mains de leurs ravisseurs. Cependant, alors que cette tragédie humaine se déroulait sous les yeux du monde, la mort d'un seul homme était sur le point de changer le cours de l'histoire. Le 12 avril, le président Franklin Delano Roosevelt, connu de millions de personnes simplement sous le nom de FDR, l'homme responsable de l'entrée des Américains dans la guerre, était mort. Paralysé par la polio depuis la fin de la trentaine et sous une pression immense en tant que président des États-Unis depuis 1933, à travers la Grande Dépression et ensuite la guerre, la santé de Roosevelt s'était détériorée depuis un certain temps. Lors de la conférence de Yalta en Crimée en février, Roosevelt avait rencontré Staline et Churchill pour discuter de la division de l'Allemagne d'après-guerre, mais son apparence avait choqué tout le monde présent, il était manifestement très malade. De retour aux États-Unis, le président s'est adressé au Congrès américain. Bien qu'il soit trop malade pour se tenir debout, il a parlé assis. Le thème principal de son discours était sa vision pour l'Organisation des Nations Unies. Il a dit « La conférence de Crimée devrait marquer la fin d'un système d'action unilatéral, les alliances exclusives, les sphères d'influence, les équilibres de pouvoir et tous les autres expédients qui ont été essayés pendant des siècles et ont toujours échoué. » Nous proposons de substituer à tout cela une organisation universelle dans laquelle toutes les nations pacifiques auront enfin une chance de se joindre. C'était un héritage remarquable que Roosevelt a laissé au monde, et bien qu'il soit très malade, il a continué à diriger les Américains dans la lutte contre Adolf Hitler et son axe du mal. À la fin de mars, Roosevelt s'est rendu à Warm Springs, en Géorgie, pour se préparer à la conférence internationale de San Francisco, où l'Organisation des Nations Unies serait créée, mais le 12 avril, il s'est plaint d'un terrible mal de tête. Peu de temps après, Roosevelt a subi une hémorragie cérébrale massive et est décédé en quelques heures. Il avait 63 ans et n'a pas pu voir sa dévotion à la cause alliée récompensée par la chute de Berlin et la victoire en Europe de quelques semaines seulement. Aux États-Unis et parmi les Alliés, la nouvelle de la mort de Roosevelt a été accueillie avec incrédulité et chagrin. FDR avait été à la Maison-Blanche plus longtemps que tout autre président américain. En 12 ans, il avait conduit les États-Unis à la prospérité économique et au seuil même de la victoire sur l'Allemagne nazie et le Japon impérial. Partout aux États-Unis, les drapeaux ont été mis en berne pendant 30 jours de deuil officiel. Des centaines de milliers d'Américains reconnaissants ont fait le pèlerinage pour se rassembler le long de la ligne de chemin de fer entre Warm Springs en Géorgie et Washington DC pour voir un train funéraire ramener le corps de Roosevelt à la capitale de la nation. Encore plus de gens se sont rassemblés à Washington pour se tenir dans les rues alors que le cercueil de FDR était emmené pour être exposé dans le Capitole. Et ces funérailles d'État ont été l'une des occasions les plus émouvantes de toute l'histoire de Washington. Mais il restait encore une guerre à gagner et l'Amérique se tournait avec espoir vers le nouveau président. Harry S. Truman, âgé de 60 ans et ancien sénateur des États-Unis, encore relativement inconnu sur la scène internationale. Truman avait pris le manteau du commandant en chef des États-Unis alors que la Seconde Guerre mondiale était sur le point d'entrer dans sa phase finale et la plus dramatique. En Allemagne, la deuxième armée britannique progressait rapidement vers la frontière danoise et la Baltique, tandis que le 12e groupe d'armées américain s'occupait de terminer les opérations autour de la poche de la Ruhr. Le 21 avril, les combats étaient terminés et 325 000 soldats allemands se rendaient patiemment en captivité américaine. Débordés par le grand nombre d'hommes qui se rendaient,
et qui avaient besoin de nourriture et d'abri, les Américains ont créé des prisons de fortune le long du Rhin. Mais malheureusement, au cours des jours et des semaines suivants, en raison de l'énormité de la tâche, des centaines de ces hommes sont morts à cause de leur état de santé déjà précaire, avant que leurs ravisseurs n'aient eu la chance de s'occuper d'eux correctement. De plus, des tensions commençaient à apparaître dans le camp allié. Winston Churchill et les Britanniques étaient en faveur de pousser pour prendre Berlin avant que les Russes n'y arrivent. Mais Eisenhower et les Américains préféraient une politique d'écrasement de toute résistance armée allemande supplémentaire. Des rumeurs circulaient sur une puissante position défensive nazie qui avait été établie dans les Alpes allemandes et autrichiennes par des troupes SS fanatiques, et Eisenhower a détourné une grande partie de l'effort militaire américain vers le sud pour neutraliser cette menace. Le 11 avril, les unités de tête de la 9e armée américaine qui avait atteint la rivière Elbe, le dernier obstacle naturel majeur avant Berlin, ont reçu l'ordre de s'arrêter. Mais les Russes continuaient à avancer avec une efficacité impitoyable, l'armée rouge repoussant le grand nombre de forces allemandes envoyées par Hitler pour défendre la Hongrie, et le 13 avril, les Soviétiques avaient capturé Vienne. À Berlin, où le chef de la propagande nazie de Hitler, Joseph Goebbels, célébrait encore la nouvelle de la mort de Roosevelt avec son Führer, l'espoir commençait à grandir que l'alliance entre les Britanniques, les Américains et les Soviétiques s'effondrerait maintenant. Cependant, malgré les différences d'opinion sur ce qui devrait se passer après la guerre, ces trois acteurs majeurs étaient prêts à mettre fin au règne de terreur de Hitler, une fois pour toutes. Le 16 avril, l'offensive tant attendue de Staline sur la ligne de l'Oder-Neisse, à 90 miles à l'est de Berlin, a commencé sérieusement. L'armée rouge russe avait trois objectifs principaux. Le premier était de capturer Berlin, le deuxième était de saisir tout matériel et tout personnel scientifique restant lié au programme de la bombe atomique nazie et enfin de s'emparer autant que possible du territoire allemand dans le processus. L'assaut a commencé par un bombardement d'artillerie dévastateur, alors que 2,5 millions de Russes se mettaient en position pour l'offensive finale contre Hitler et sa hiérarchie berlinoise. 1,5 million de ces soldats étaient sous les ordres des commandants de champs de bataille les plus expérimentés de l'armée rouge, le maréchal Zhukov et le maréchal Konev, qui avaient reçu la tâche de prendre d'assaut le centre des opérations de Hitler. Ils surpassaient en nombre les forces terrestres allemandes de près de 3 contre 1, l'artillerie de 4 contre 1 et les chars et autres véhicules de combat blindés de près de 6 contre 1. Joseph Staline comprenait qu'il y avait une concurrence féroce entre les deux maréchaux pour arriver à Berlin en premier, et il avait en fait donné à la première front de Biélorussie de Zhukov sur la ligne de l'Oder une longueur d'avance, aux grandes dames de Konev, dont la première fronte ukrainienne sur la rivière Neisse était un peu plus loin de la capitale nazie. Mais Zhukov n'a pas eu tout à sa façon, car directement devant ses troupes se trouvaient les hauteurs de Silo, le secteur le plus fortement défendu du front allemand, qui se trouvait à 10 miles au-delà de la rivière Oder. Après 4 jours de combats extrêmement féroces et sanglants, les hauteurs ont finalement été dégagées, tandis que le 19 avril, le premier front ukrainien de Konev avait réussi à se libérer de la ligne de Neisse, se trouvant à avancer rapidement à travers la campagne ouverte.
Alors que le 20 avril se levait, le 56e anniversaire d'Adolf Hitler, il y avait peu de choses à célébrer pour le Führer. Zhukov et ses hommes avaient fait une avancée rapide depuis les hauteurs de Silo et bombardé déjà le centre de Berlin avec de l'artillerie à longue portée. Au fur et à mesure que la journée avançait, les forces soviétiques enveloppaient la capitale nazie au nord et au sud, et au cours des 48 heures suivantes, elles commençaient à resserrer progressivement leur emprise sur la ville. Les Russes prenaient de maintenant le contrôle et pendant la nuit du 21 avril, les bombardiers Mosquito de la Royal Air Force ont effectué un dernier raid sur Berlin. Le lendemain, à 8h30 précises, les commandants soviétiques donnèrent de l'ordre d'ouvrir le feu sur la capitale de l'Allemagne fasciste. Et le 23 avril, Berlin était effectivement isolé par les Russes. Pour Adolf Hitler, désormais piégé dans son Führer-Bunker, il n'y avait aucune issue possible et réalisant que Berlin était condamné, il déclara son intention d'y rester et de se suicider. Néanmoins, les combats pour Berlin étaient loin d'être terminés et les pertes soviétiques continuaient d'augmenter malgré l'issue inévitable de la bataille. Il y avait quelques 45 000 soldats qui défendèrent la ville, et bien qu'ils soient à mal équipés et désorganisés, il y avait encore un problème. Certains appartenaient à la Waffen-SS, l'arme de combat des SS ouverte uniquement à ceux classés par le régime de pureté raciale d'Hitler comme étant de véritables Aryens, tandis que d'autres étaient des volontaires français de la division Charlemagne. Leurs rangs furent renforcés par des milliers de membres mal armés de la Volkssturm, des hommes enrôlés entre 16 et 60 ans qui ne servaient pas encore dans la garde intérieure allemande, ainsi que par des membres et des volontaires des jeunesses hitlériennes. Un détachement distinct de 2000 soldats de la Waffen-SS avait été chargé de défendre le bunker du Führer et le reste du district gouvernemental, mais il ne pouvait même pas faire grand-chose contre l'assaut russe. En plus d'être en infériorité numérique, les défenseurs allemands furent confrontés à une attaque d'artillerie massive. Les Russes étaient bien équipés de fusées Katyusha, autopropulsées à partir de lanceurs mobiles. Ces roquettes, nommées d'après une chanson populaire russe de guerre sur une jeune fille mais appelée Katyusha, pouvaient être dévastatrices et les troupes soviétiques se frayaient rapidement un chemin vers le centre de Berlin. Leur objectif principal était l'ancien bâtiment du Parlement allemand, le Reichstag, mais dans toute la ville, de violents combats de maison en maison et au corps à corps se déroulaient. Les combats ont connu des hauts et des bas à chaque attaque de l'armée rouge et contre-offensive allemande, mais dans la chaleur et la fureur des combats, personne ne faisait de prisonniers des deux côtés. L'action ne s'est pas limitée à Berlin. À 80 miles au sud-ouest de la ville, dans l'ancienne ville de Torgau, sur l'Elbe, les alliés de l'Est et de l'Ouest ont eu une rencontre historique. Le premier contact a eu lieu entre les troupes de la 69e division de la 9e armée américaine et la 58e division de la garde sur le premier front ukrainien de Konev le 25 avril, date qui est entrée dans l'histoire sous le nom de Journée de l'Elbe. C'était une parfaite opportunité de photo pour une petite armée de journalistes et caméramens américains et soviétiques réunis le lendemain pour enregistrer la rencontre officielle entre les soldats américains et russes alors qu'ils partageaient un moment de fête, d'amitié et échangeaient des cadeaux. Cependant, malgré l'apparence extérieure d'unité, les tensions entre les alliés s'accentuaient. Immédiatement après la prise des photos, les Américains sont retournés de leur côté de l'Elbe et y sont restés.
Cela allait à l'encontre de la volonté du général Bill Simpson, commandant de la 9e armée américaine et qui souhaitait poursuivre la poussée vers Berlin, mais Eisenhower avait déjà rejeté cette proposition, choisissant de laisser la voie libre aux Russes. En effet, lorsque Roosevelt, Churchill et Staline s'étaient mis d'accord sur les plans de restructuration de l'Europe d'après-guerre lors de la conférence de Crimée, Berlin se trouverait au plus profond de la zone soviétique. Il n'y avait littéralement rien à gagner et maintenir les pertes américaines au minimum était évidemment une considération majeure, surtout après les terribles pertes américaines lors de la bataille des Ardennes. En outre, le risque de subir des pertes à cause des tirs amis soviétiques dans le chaos des rues déchirées par la bataille de Berlin ne valait tout simplement pas la peine d'être pris. C'est pourquoi l'armée rouge a continué sa progression impitoyable. Le 29 avril, les Russes se trouvaient à moins d'1,5 km du bunker du Führer et, lorsque la nouvelle parvint à Hitler, il apprit également que le dictateur fasciste italien Benito Mussolini était mort. Après avoir tenté de s'enfuir en Suisse avec sa maîtresse, Clara Petacci, Mussolini avait été capturé et les deux hommes exécutés, et leurs corps mutilés exposés devant la foule vengeresse. Pour Hitler, il n'y avait pas d'échappatoire, et plutôt que de subir le même sort que Mussolini, le Führer a pris le contrôle de son destin ultime. Il mit de l'ordre dans ses affaires, signa son dernier testament et épousa sa maîtresse, Eva Braun. Le rêve d'Hitler d'un Reich millénaire était terminé et le 30 avril, alors que les Russes se rapprochèrent de plus en plus, les jeunes mariés se sont suicidés. Puis leurs corps ont été retirés du bunker du Führer et brûlés par les gardes du corps SS dans le jardin de la chancellerie du Reich. Alors que 10 000 soldats allemands désespérés continuaient à défendre jusqu'au bout le quartier gouvernemental meurtri de Berlin, le 1er mai, le Reichstag, le symbole le plus traditionnel de la puissance allemande, tomba finalement aux mains des soviétiques. Alors que les soldats russes arborèrent le drapeau rouge depuis son toit en ruine, l'héritier présumé d'Hitler, Joseph Goebbels, a pris des mesures drastiques et tragiques, tuant chacun de ses 6 enfants avant que lui et sa femme ne se suicident. Hitler avait ordonné à Goebbels de fuir si Berlin était capturé, mais pour la première fois, le partisan le plus fidèle du Führer désobéit à l'homme qu'il avait consacré sa vie à servir. Les choses avançaient alors à un rythme dramatique et le 2 mai, le commandant de la garnison de Berlin, le général Helmut Weidling, capitula devant les Russes et, en quelques heures, toutes les armes de la ville se turent. Les soviétiques ont fait près d'un demi-million de prisonniers allemands, mais il n'existe pas de chiffres précis sur les milliers de soldats et de civils qui ont péri. Cependant, la détermination d'Eisenhower à maintenir les troupes américaines à l'écart de la bataille de Berlin s'est avérée fondée, car l'armée rouge en a calculé le coût. Au moins 81 000 soldats soviétiques ont été tués lors des combats à Berlin et dans ses environs, et ont subi 281 000 autres victimes. Une fois les combats terminés, les Russes eurent également la lourde tâche d'organiser l'approvisionnement alimentaire de la population civile survivante et de rendre la ville à nouveau habitable. Mais paradoxalement, pendant que cela se produisait, de nombreux soldats soviétiques ordinaires, motivés par la vengeance et souvent excités par l'alcool, se déchaînèrent dans Berlin, commettant des atrocités tout aussi épouvantables que celles associées au régime nazi. Et alors que la promesse de paix était imminente en Europe et que la guerre faisait toujours rage dans le Pacifique, des nouvelles que les Japonais étaient enfin en train d'être arrêtés ont atteint l'Ouest. Alors que les Allemands capitulaient devant les Russes le 2 mai, les troupes britanniques et indiennes achevaient leur avancée à travers la Birmanie centrale et capturaient la capitale Rangoon, avec seulement quelques heures à perdre avant le début des pluies de mousson. Comme le monde le verrait dans les mois à venir, le refus japonais de envisager la reddition a considérablement ralenti les progrès des Alliés.
Cependant, malgré la poursuite des combats en Birmanie pendant 3 autres mois, la campagne était effectivement terminée avec la chute de Rangoon. Le continent japonais était également attaqué avec peu d'opposition. Et aux Philippines, les troupes américaines dirigées par le général Douglas MacArthur avaient réussi à contenir plus de 200 000 soldats japonais sur les îles de Mindanao et de Luzon. Là encore, la résistance était féroce car les Japonais se battaient avec acharnement pour conserver leurs bastions montagneux, mais le 26 juin, MacArthur a finalement pu déclarer que la campagne des Philippines était terminée. Ironiquement, c'est également fin juin, le 22 pour être précis, que la campagne d'Okinawa a également été déclarée terminée. Elle avait duré 87 jours éprouvants et plus de 100 000 soldats japonais avaient péri dans les combats avec au moins 7 000 autres, principalement des conscrits locaux, faits prisonniers. On estime également qu'environ 100 000 civils okinawanais sont morts pendant les combats. Bien que victorieux, les Américains ont payé un lourd tribut, subissant plus de 50 000 pertes, dont au moins 12 000 morts. Les Japonais avaient fait savoir que la fin des combats dans le Pacifique, malgré les événements en Europe, allait nécessiter toute la détermination des Alliés pour être menée à bien. C'était une perspective effrayante pour les planificateurs militaires américains envisageant un assaut amphibie sur le Japon alors qu'ils commençaient à calculer quelles étaient les pertes probables. Sur la base des 30% de pertes subies par la 10e armée américaine à Okinawa, une estimation prudente suggérerait qu'un nombre stupéfiant de 300 000 Américains serait de tués ou blessés. Trouver une voie à suivre exigerait une nouvelle approche de la guerre. Mais alors que nous revenons au théâtre européen de la guerre, les premiers jours de mai 1945 ont certainement donné aux Alliés de quoi célébrer. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied powers on any subject. Avec les combats en Italie et à Berlin qui se terminaient, tous le 2 mai, les événements ont rapidement pris de l'ampleur. Juste 48 heures plus tard, la reddition inconditionnelle de toutes les forces allemandes en Europe du Nord-Ouest a été donnée au maréchal britannique Bernard Montgomery dans une tente sur la lande de Lunebourg. Tout était maintenant en place pour que la guerre en Europe soit conclue et tôt, le 7 mai. Les représentants allemands, le général Jodl et le maréchal Keitel, ont signé l'instrument de reddition finale inconditionnelle au quartier général d'Eisenhower à Reims en France. Il a été convenu qu'à 23h, heure d'Europe centrale, le 8 mai, toutes les forces sous contrôle allemand cesseraient de se battre. Enfin, la nouvelle que le monde attendait depuis 1939 était prête à être annoncée, et des plans ont été mis en place pour célébrer le jour de la victoire en Europe le 9 mai. Cependant, les bonnes nouvelles voyagent bien vite car dès le 8, des rumeurs de la fin imminente des combats en Europe ont provoqué des célébrations en Grande-Bretagne, dans les rues de Londres et dans tout le pays. Porté par la vague d'excitation publique, à 15h, le Premier ministre Winston Churchill a de nouveau annoncé au peuple britannique: les hostilités prendront officiellement fin 1 minute après minuit ce soir, mais dans l'intérêt de sauver des vies, le cessez-le-feu a commencé hier à retentir sur tout le front. C'était une journée incroyable et l'euphorie dans les rues était contagieuse.
d'étés de célébration ont été organisés comme par magie alors que des communautés entières se rassemblaient et Winston Churchill se rendait au palais de Buckingham pour prendre sa place aux côtés de la famille royale qui était sortie sur le balcon pour saluer les acclamations de la mer de gens rassemblés tout autour. Presque 5 ans jour pour jour après que Churchill ait assumé le rôle difficile de Premier ministre en 1940, ce moment, lors du tout premier jour de la victoire en Europe, a été décrit par beaucoup comme ayant été l'heure la plus glorieuse de Winston. Cependant, ce n'était pas seulement Winston Churchill et le peuple britannique qui célébrèrent la nouvelle de la disparition d'Hitler et de la chute des nazis. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains, malgré la poursuite d'une guerre d'usure avec les Japonais, ont pris le temps de profiter de l'occasion. Pour Harry S. Truman, le 8 mai et la victoire qu'il représentait étaient dédiés à la mémoire de son prédécesseur Franklin D. Roosevelt, qui avait tant fait pour débarrasser le monde de la tyrannie. Toujours en deuil de leur président récemment décédé, les drapeaux américains restaient en berne. Mais c'était néanmoins un moment pour regarder avec espoir vers une nouvelle ère. Et ironiquement, c'était aussi le 61e anniversaire du président Truman. Mais alors qu'à ce jour la Grande-Bretagne et l'Amérique célèbrent le jour de la victoire en Europe le 8 mai, les Russes honorent le 9, la date qui avait été initialement fixée par les Alliés toutes ces années auparavant. Pour le peuple soviétique, le jour de la victoire en Europe est toujours, à la fois, une célébration de grande joie et de profonde tristesse. Au moins 20 millions de citoyens russes avaient péri depuis le 22 juin 1941. Le jour où les nazis avaient envahi l'Union soviétique, dévastant des villes et des villages entiers qui avaient été laissés en ruine, et les pertes terribles n'ont jamais été oubliées. À travers l'Europe, des nations ont été libérées, des îles anglo-normandes aux îles grecques de la mer Égée. Dunkerque, Saint-Nazaire et La Rochelle ont toutes retrouvé leur liberté, tout comme la Norvège et le Danemark. Même la bande de territoire s'étendant des Pays-Bas occidentaux à la Tchécoslovaquie, encore sous contrôle nazi, a été rendue, les troupes allemandes capitulant devant les forces alliées locales, fuyant vers l'ouest chaque fois que possible pour éviter d'être capturées par les soviétiques vengeurs. Le dernier acte de la destruction de l'Allemagne nazie a eu lieu le 23 mai lorsque les troupes britanniques ont arrêté l'amiral Dönitz à son quartier général de Flensburg près de la frontière danoise. À partir de ce moment, les grandes puissances alliées, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Union soviétique et la France ont régné en maîtres sur l'Empire allemand, désormais dissous d'Hitler. Mais la question de savoir quoi faire ensuite nécessitait une réponse définitive. Toujours éloquent dans son discours du jour de la victoire en Europe, Churchill avait exprimé ce que le reste du monde pensait. Nous pouvons nous permettre une brève période de réjouissance, mais n'oublions pas un instant le travail et les efforts qui nous attendent. Le Japon, dans toute sa traîtrise et sa cupidité, reste invaincu. Pourtant, c'était Harry S. Truman qui avait la technologie à sa portée pour forcer les Japonais à se rendre, et après seulement quelques semaines au pouvoir, la responsabilité de lancer une attaque nucléaire sur le Japon reposait très fermement sur les épaules du nouveau président.